C'est Christophe Radet, professeur à l'Université de Bordeaux, directeur de la revue Droit Social, qui, si je l'ai bien compris, accueillera en fin d'année, voilà, Raphaël l'espère, des communications issues de ce colloque, qui a la lourde tâche de conclure cette matinée, faute de conclure la journée pour des questions liées à l'actualité sociale et au risque de ne pas pouvoir rejoindre ces terres bordelaises. Lourde tâche parce qu'on est à une heure où les estomacs commencent un peu à gargouiller, mais je suis certain que tout le monde sera très attentif à tes propos et on a la chance de pouvoir profiter d'un deuxième Christophe Radet après la brillante conférence d'hier soir en duo avec Patrice Adam sur le droit de la preuve et le droit à la preuve. Donc voilà, Christophe, le débat contrôle in concreto, contrôle in abstracto, est-ce que c'est un débat qui est pertinent d'une certaine façon pour évaluer les normes inférieures par rapport aux normes supérieures? Je te laisse conclure cette matinée. Bien, merci cher Yann, merci à Raphaël pour à la fois son invitation et pour avoir accepté de bouleverser le programme effectivement pour me permettre de rentrer ce soir. Je voulais rentrer demain, mais effectivement le mot d'ordre de grève laissait planer une hypothèque, donc au départ je devais repartir demain et puis finalement on a avancé un peu tout cela et donc je ne pouvais pas conclure. Alors merci aussi de m'avoir confié cette question épineuse et j'allais dire un peu intellectuellement agaçante de la question de l'appréciation in concreto, in abstracto, parce qu'elle mobilise des concepts flous, parce qu'elle nous oblige à nous poser des questions qui sont inédites, et parce que la perspective que j'ai choisie, qui est une perspective d'évaluation du débat in concreto, in abstracto, et donc à la fois d'évaluation de la réponse apportée par la Cour de cassation, mais comme il faut s'infliger à soi-même ce qu'on inflige aux autres, je voulais faire aussi un travail d'évaluation de l'analyse doctrinale de la question et un travail d'auto-évaluation sur ce que j'ai pu écrire. Et en relisant ce que j'ai pu écrire, je me suis rendu compte que je n'avais sans doute pas été au bout du raisonnement et que je n'étais pas toujours forcément convaincu par mes propres arguments. Et donc je me suis dit qu'il fallait sortir de ce que je considère comme une sorte de flou sur le plan juridique pour essayer d'aller encore un peu plus loin dans le raisonnement, pour essayer de comprendre si véritablement on a bien fait ou pas, ou la Cour de cassation a bien fait ou pas, d'écarter le contrôle in concreto. Et j'y ai passé beaucoup de temps et je pense que finalement la Cour a bien fait d'écarter le contrôle in concreto. Et je voudrais essayer de vous en convaincre à partir d'une analyse des arguments qui ont été utilisés par la Cour de cassation, les mettre en perspective avec les arguments et la réalité du contrôle in concreto par la Cour de cassation dans d'autres matières que le droit du travail. Et j'essaierai de vous convaincre du bien fondé de la mise à l'écart du contrôle in concreto, en essayant de trouver des arguments qui, évidemment, ne sont pas décisifs, mais que je vous propose comme étant des arguments qui me semblent un tout petit peu plus consistants que les arguments de politique juridique. Non pas d'ailleurs que les arguments de politique juridique n'aient pas de pertinence ou n'aient pas de poids, et les arguments du risque d'éparpillement du contentieux, etc., ou le risque de sanctionner indirectement certaines catégories de salariés sont de véritables arguments, mais ce sont des arguments de politique juridique qui peuvent être intéressants dans le cadre d'une rediscussion sur le barème, son existence ou d'ailleurs le montant des sommes qui sont accordées, éventuellement le positionnement des catégories d'indemnisation. Mais sur un plan strictement juridique, je vais essayer de vous convaincre qu'il fallait effectivement mettre à l'écart l'appréciation in concreto. Alors ce que je propose, c'est peut-être de partir de l'analyse qui a été faite par la Cour de cassation dans l'un de ces deux arrêts sur la mise à l'écart du contrôle in concreto et d'essayer de comprendre quelle est l'argumentation qui a été retenue par la Cour de cassation, quels sont les arguments décisifs qu'elle a retenus, de les discuter et puis éventuellement de les dépasser pour essayer d'apporter d'autres arguments. L'objectif étant aussi, je pense, de contribuer à clore le débat sur la question de l'in concreto, l'in abstracto, et surtout d'éviter que l'incendie ne reparte devant les juridictions du fond, parce qu'une fois que la Cour de cassation a sifflé la fin de la partie, elle l'a sifflé deux fois. Une première fois avec les avis, une deuxième fois avec les arrêts. Je pense qu'à un moment donné, il faut rentrer dans un système juridictionnel ordonné et il faut accepter l'autorité qui se dégage des avis et des arrêts de la Cour de cassation. Bref, pour moi, la messe est dite sur la question du contrôle. Mais ça ne suffit pas l'argument d'autorité, et c'est pour ça qu'il est important aussi de convaincre les magistrats du fond qui seraient tentés de résister qu'en réalité, le contrôle in concreto, à mon sens, ne devrait pas avoir sa place
dans le champ de l'application de la Convention 158 de l'OIT. Alors je vais commencer par l'analyse de ce qu'a dit la Cour de cassation et puis ensuite j'essaierai de dépasser un peu plus. Alors, ce qui est très intéressant d'abord, c'est, vous l'avez relevé, la Cour ne se justifie pas de son choix de la mise à l'écart du contrôle in concreto dans celui des deux avis où elle l'a écarté. Autant on a un arrêt qui est très motivé sur les faits directs, autant on a un arrêt qui n'est pas motivé du tout sur la mise à l'écart de l'appréciation in concreto. Alors ça, déjà, ça a été une grande surprise, et c'est une litote, une grande surprise parce que sur un débat aussi important, la Cour n'a même pas cité l'appréciation, elle n'a même pas d'ailleurs discuté. C'est-à-dire qu'elle a écarté l'argument, elle l'a balayé d'un revers de manche, mais elle ne l'a pas du tout traité. Et effectivement, c'est dans le communiqué, dans la notice, qu'on a les explications. Et ensuite, dans les explications des magistrats de la Chambre qui étaient favorables à la mise à l'écart du contrôle, qu'on a eu des éléments supplémentaires. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Mais passons sur l'aspect, j'allais dire, méthodologique de l'absence de motivation. Mais c'est vrai qu'à l'heure de la motivation enrichie, ça pose problème, même sur le plan, j'allais dire, je mets des guillemets, démocratique, d'avoir une décision aussi importante dans un contentieux aussi majeur et aussi ample, d'avoir une mise à l'écart qui soit aussi peu motivée dans la décision. Ça, c'est vraiment problématique. Est-ce que c'est la preuve, pas demander à Mme Beria de trahir le secret de ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est la preuve d'un malaise? Est-ce que c'est la preuve d'une difficulté en réalité à motiver en droit la mise à l'écart du contrôle in concreto? Je ne sais pas. En tout cas, j'observe qu'on n'a pas la réponse dans l'arrêt et que c'est effectivement problématique. Alors, quand on va au-delà de cette première constatation, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, on observe que les arguments qui ont été... Si on met de côté les arguments d'opportunité, pour ne m'intéresser qu'à la traduction juridique des arguments d'opportunité, il y a deux séries d'arguments qui ont été mobilisés pour la mise à l'écart du contrôle in concreto. D'abord, il y a des arguments de nature, j'allais dire, constitutionnelle, qui sont assez évidents dans le discours. Premier argument, le contrôle in concreto est contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, article 6 de la DDHC. Puisque, évidemment, ce principe, donc, est l'une des facettes du principe d'égalité, c'est l'égalité devant la loi. Si on ne peut pas soumettre tous les citoyens justiciables, sociaux, français à une même règle d'indemnisation, on est en réalité devant une négation du principe de l'égalité républicaine, c'est-à-dire de l'égalité devant la loi. Ça, c'est un argument constitutionnel. Deuxième argument, c'est toujours un argument constitutionnel, le contrôle in concreto serait contraire au principe de sécurité juridique, article 16 de la déclaration, puisqu'on ne saurait jamais à l'avance, ça c'est l'argument du côté patronal, quel est le montant des indemnités auxquelles on s'expose lorsqu'on licencie un salarié. Donc l'insécurité juridique. Et puis il y a le troisième argument, et j'y reviendrai, le contrôle in concreto heurterait la conception française d'une norme générale et abstraite. Donc elle irait contre l'identité constitutionnelle française en matière d'égalité. Alors j'y reviendrai parce que c'est un argument qu'on retrouve dans d'autres secteur de raisonnement et qui est un argument qui est à mon avis intéressant mais qui, je pense, n'est pas suffisant. Et puis il y a des arguments de nature conventionnelle qui tiennent cette fois-ci aux normes mobilisées dans le cadre du contrôle in concreto. Premier argument, le contrôle in concreto qui ne s'est observé que dans le champ de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, ce contrôle ne pourrait exister que dans le champ de la Convention en raison de la pression que la Cour européenne des droits de l'homme met sur les États. Autrement dit, ce serait une injonction méthodologique de la Cour européenne des droits de l'homme qui expliquerait pourquoi la Cour de cassation, dans notamment le cadre du contrôle mis en place depuis 2013 en matière de personnes et de familles, a été obligée de procéder à un contrôle in concreto ou de laisser les juridictions du fond procéder à un contrôle in concreto pour échapper à la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. En quelque sorte, la peur du gendarme européen expliquerait pourquoi il faudrait le faire. Or, pour les autres conventions, notamment la Convention 158 de l'OIT, ça serait pareil pour la charte d'ailleurs si on avait considéré qu'elle était des faits directs, il n'y a pas de gendarme qui ait autorité sur le territoire national. Le Comité européen des droits sociaux peut dire ce qu'il veut, la France n'en a cure. Et pour ce qui est du comité des experts de l'OIT, bon, il a son opinion sur la question, mais cette opinion ne lie pas les juridictions nationales. Alors, ces deux arguments, ils sont intéressants, mais à mon sens, ils ne suffisent pas à justifier la mise à l'écart du contrôle in concreto.
D'abord, les arguments constitutionnels ou de nature constitutionnelle sont étrangement mobilisés dans une affaire où on s'interroge sur l'application en France du droit international. Du point de vue du droit international, on le sait, il importe peu que la loi nationale soit conforme ou contraire à notre propre Constitution. Ça ne nous exonère pas de notre responsabilité dans l'ordre international du respect des conventions internationales. Alors, quand on observe d'un tout petit peu plus près certains contentieux, on se rend compte que, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, observe la question nationale et s'interroge notamment sur la marge d'appréciation des États pour savoir quel est leur droit constitutionnel national, pour savoir dans quelle mesure les États avaient une marge de manœuvre ou pas. Et donc ça rentre dans l'analyse quand même de la marge de manœuvre. Mais sur un plan strictement technique, quel que soit l'impact constitutionnel que pourrait avoir la mise en œuvre d'un contrôle in concreto, ça n'est pas en soi suffisant pour mettre à l'écart l'autorité intrinsèque de la Convention internationale. Donc l'argument est intéressant, mais à mon sens, il n'est pas complètement de nature à justifier la mise à l'écart du contrôle in concreto. Si on regarde maintenant ce qu'a dit la Cour sur l'argument conventionnel, c'est-à-dire sur l'idée qu'il faudrait cantonner au domaine de la CEDH l'application du contrôle, là encore, je peux le dire d'autant plus facilement que c'est un argument que j'ai mobilisé moi-même à plusieurs reprises, soit de manière officielle, soit de manière moins officielle dans des rédactions de mémoire que j'ai pu faire à la Cour de cassation dans cette affaire. C'est un argument, évidemment, un argument d'opportunité, mais ça n'est pas un argument suffisant. Encore une fois, le fait qu'il y ait un système plus construit au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme est un argument, là encore une fois, pratique, puisqu'en réalité, l'idée c'est qu'on a une Cour européenne qui précise le sens et la portée des dispositions, mais techniquement, ça n'explique pas pourquoi il faudrait mettre de côté le contrôle in concreto. Et par ailleurs, quand on observe un tout petit peu plus loin d'ailleurs les normes en jeu, notamment l'argument consistant à dire que la Convention 158 serait porteuse de droits qui seraient plus flous et moins précis que les normes de la CEDH, c'est un faux argument. C'est vrai que la réparation appropriée ou l'indemnité adéquate, on ne voit pas exactement à quoi ça renvoie, mais celui qui peut m'expliquer ce que c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant, je peux lui donner mon adresse mail. J'ai été marié 15 ans à une spécialiste de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pendant 15 ans, elle m'a expliqué ce que c'était. Au bout de 15 ans, je ne suis toujours pas plus avancé, puisque ça s'apprécie de toute façon in concreto par nature, j'allais dire. Voilà. Donc ces arguments ne sont pas encore une fois complètement décisifs. Et en même temps, quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'appréciation in concreto dans le champ de la Convention européenne, il faut quand même observer 2-3 choses que je me permets ici de relever. On nous a dit l'appréciation in concreto, elle est mobilisée de manière habituelle et commune dans le champ de la CEDH. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait éventuellement l'exporter dans le champ d'autres conventions. Quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'appréciation in concreto, à part l'arrêt de 2013, qui a ouvert la voie et qui a écarté en l'espèce l'application d'une règle parce que l'application de cette règle dans les faits de l'espèce porterait atteinte à la substance même du droit protégé, tous les arrêts qui ont été rendus depuis 2013, tous les arrêts, et ils sont très nombreux, et qui ont procédé à l'appréciation in concreto, ont procédé à l'appréciation, mais au final n'ont pas écarté la norme nationale après ce contrôle in concreto. Donc vous allez me dire, oui d'accord, mais on a fait le contrôle in concreto, oui mais on l'a fait, mais on s'est rendu compte que cette norme qui en elle-même était conforme au traité, quand on l'appliquait dans les faits de l'espèce, et pour les justiciables qui s'en plaignaient, elle n'aboutissait pas, ce contrôle in concreto n'aboutissait pas à la mise à l'écart de la norme. C'est exactement la même observation d'ailleurs qu'on peut faire pour le Conseil d'État, puisqu'on nous dit le Conseil d'État applique également l'appréciation in concreto, et vous l'avez souligné, il ne limite pas dans l'arrêt de 2016 l'appréciation in concreto à la CEDH, mais à part le premier arrêt de 2016 en matière d'exportation des gamètes, où une femme, après le décès de son mari, a réussi à obtenir qu'elle puisse écarter la règle du Code de la santé publique français qui interdit d'exporter des gamètes dans un pays autre que la France, et elle a pu obtenir cette mise à l'écart du texte français parce qu'elle avait un lien personnel et familial avec l'Espagne dans lequel elle voulait faire exporter les gamètes. Par la suite, évidemment, toutes les femmes qui ont voulu utiliser cette voie qui s'était ouverte se sont ruées
sur cette jurisprudence en réclamant à leur tour le droit de mettre à l'écart le texte national pour exporter des gamètes dans des pays de l'Union européenne, à chaque fois, le Conseil d'État leur a dit non. Et il leur a dit non, après avoir observé qu'in concreto, l'atteinte réalisée à leurs droits n'était pas suffisante pour mettre à l'écart la norme nationale, et notamment parce que les demanderesses n'établissaient pas un lien suffisant avec le pays dans lequel elles prétendaient exporter leurs gamètes. Si je puis me permettre, c'est d'ailleurs un peu la même chose avec l'argument d'autorité à propos de l'effet direct de la Charte sociale européenne du Conseil d'État. On nous dit que le Conseil d'État reconnaît l'effet direct de la Charte sociale européenne, article 24. Bon, il l'a dit une fois. Une fois. Et par ailleurs, c'est le seul article, l'article 24, auquel le Conseil d'État reconnaît un effet direct dans la Charte sociale européenne. Donc, quand certains, notamment magistrats d'ailleurs, ont émis des doutes en disant bon, l'autorité de l'arrêt du Conseil d'État sur l'effet direct peut être éventuellement rediscutée parce qu'on n'est pas certain que le Conseil d'État mettra sa position, le positionnement du Conseil d'État qui consiste à analyser chaque disposition séparément, plus le fait que la Cour de cassation, entre-temps, elle, a dit qu'il n'y a pas d'effet direct d'une manière générale à propos de la Charte, ne nous met pas du tout à l'abri d'un revirement de la position du Conseil d'État qui pourrait peut-être nous dire que finalement, l'article 24, comme les autres articles de la Charte, ne sont pas d'effet direct. Donc c'est pareil, on a surmobilisé l'argument conventionnel dans l'affaire du barème, et on l'a surmobilisé, c'est de bonne guerre, mais avec une certaine mauvaise foi, je le dis sans jugement, mais j'observe, parce que moi aussi je suis de mauvaise foi souvent, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait avancer l'argumentation, hein, en niant sa propre conscience de la relativité de ses propres arguments. Parce que sinon, on passerait notre temps à ne pas savoir, à hésiter. À un moment donné, il faut trancher. Bon. Donc je pense qu'on a surestimé l'argument de l'appréciation in concreto, mais en face, les arguments en faveur de l'éviction du contrôle in concreto n'étaient pas non plus d'une extrême rigueur. C'est-à-dire que les arguments qu'on a mobilisés pour dire « il ne faut pas de contrôle in concreto », c'était des arguments assez classiques de crainte du déluge, c'est-à-dire les juridictions prud'homales vont partir dans tous les sens, on va avoir autant de conceptions de l'appréciation in concreto que de juges prud'homaux, donc ça va être le bazar. Bon, on sait très bien, on l'a vu, que ce genre d'arguments sont des arguments qui sont souvent la peur du grand méchant loup, en quelque sorte, pas très scientifiques. Et par ailleurs, les arguments qui ont été également avancés, tirés de la nature même de la CEDH, à mon sens, sont des arguments qui ne sont pas juridiquement décisifs. Alors pourquoi, à mon sens, faut-il quand même, et alors que je pense qu'on a aussi peut-être utilisé des arguments pour écarter l'appréciation in concreto, qui sont des arguments non décisifs, pourquoi il fallait, à mon sens, quand même écarter l'appréciation in concreto? Quand on observe la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation qui ont procédé au contrôle in concreto, c'est toujours dans des hypothèses où la loi nationale était binaire. C'est-à-dire, c'est oui ou c'est non. Et ce sont toujours des hypothèses dans lesquelles l'application de la règle nationale privait totalement un justiciable des droits garantis par la Convention. C'est dans la jurisprudence de la CEDH, c'est clairement le cas de tous les arrêts qui ont été rendus par la première chambre civile. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais dans la version écrite qui sera publiée, donc si j'ai bien compris, sous réserve de l'accord de son directeur par l'excellente revue Droit Social, ça devrait être publié. Dans toutes ces affaires, on est face à des normes binaires. Vous n'avez pas le droit d'exporter vos gamètes, point. Donc, vous aviez le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez jamais le droit. Quand vous êtes parent en ligne directe, vous ne pouvez pas épouser votre belle-mère. Quelle drôle d'idée, mais vous ne pouvez pas épouser votre belle-mère, point. Donc c'est pas, vous ne pouvez pas épouser votre belle-mère, sauf si, dans des cas appréciés par le juge, c'est la loi vous dit, vous n'avez pas le droit. Voilà. C'est ce que j'appelle une norme binaire, c'est-à-dire, vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit, la loi vous dit, vous n'avez pas le droit, point. Et ça, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que lorsque ça peut porter atteinte à la substance même des droits fondamentaux protégés par la personne à qui on oppose la norme, eh bien, ça doit donner lieu à un contrôle in concreto, parce que la loi en elle-même ne permet pas de tenir compte des circonstances concrètes propres à chaque personne et à la situation de chaque personne.
pour ce qui est de la nullité du mariage pour les alliés en ligne directe, ce qui a, en 2013, conduit la Cour de cassation à écarter l'application de la règle française qui interdit le mariage au nom de la situation concrète des personnes, c'est que c'est une demande post-mortem et que les deux époux avaient vécu 20 ans ensemble. 20 ans. Et annuler un mariage 20 ans plus tard, la Cour de cassation a dit, mais ça porte atteinte au droit à la vie privée et familiale du conjoint survivant. Et donc, dans cette situation-là, pour cette raison-là, l'application de la norme générale et abstraite produit un effet excessif au regard de l'objectif poursuivi, qui est le droit au respect de la vie privée et familiale. Alors, si on transpose l'argument à la question qui nous intéresse, c'est-à-dire l'indemnisation du salarié privé de cause réelle et sérieuse, on s'aperçoit que le régime d'indemnisation du salarié n'est pas binaire. On s'aperçoit que le régime d'indemnisation du salarié privé de cause réelle et sérieuse est un régime qui permet, par sa substance même, de tenir compte de la variété des situations. Et parce que ce régime est lui-même porteur intrinsèquement de l'exigence de proportionnalité, ça justifie qu'on n'ait pas besoin de passer par un contrôle de proportionnalité in concreto. Alors, cette observation avait déjà été faite par Hugues Fulchiron quand il avait analysé les arrêts de la première chambre civile. C'est peut-être d'ailleurs le seul civiliste qui l'ait pointé du doigt, qui est aujourd'hui à la Cour de cassation. Et quand on regarde cette intégration de la proportionnalité dans le régime d'indemnisation français, eh bien, on observe quoi? On observe qu'en fait, il y a 5 régimes dans le système français. 5 régimes. Alors, vous allez me dire, j'ouvre une toute petite parenthèse, le texte réclame une indemnité adéquate. Mais l'article 10 de la CEDH, il nous dit une indemnité adéquate ou une réparation appropriée. Indemnité adéquate ou réparation appropriée. Les États ont le droit, dans la mise en œuvre de l'article 10, soit de prévoir une indemnité unique pour réparer le préjudice de perte d'emploi, ou de mettre en place une réparation appropriée. Et la réparation appropriée, elle peut passer par l'application de plusieurs normes de manière concomitante. Alors, ces 5 régimes qui montrent la graduation, je vais vous les citer. Premier cas, licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale. Réparation intégrale, plus droit à l'indemnité, à l'allocation perte d'emploi, plus indemnité de licenciement, plus éventuellement indemnité pour licenciement abusif. Deuxième hypothèse, licenciement injustifié. Application du barème, allocation perte d'emploi versée par l'assurance chômage, indemnité de licenciement. Troisième cas, licenciement pour cause réelle et sérieuse hors faute grave. Le salarié n'a pas le droit à l'indemnité pour perte d'emploi puisque le licenciement est justifié. Il a le droit à l'allocation de retour à l'emploi et il a le droit à l'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement, je rappelle, qui a pour objet de réparer une partie du préjudice de perte d'emploi. Allocation de retour à l'emploi, comme son nom l'indique, c'est une allocation qui a aussi pour objet de compenser le préjudice de perte d'emploi. Quatrième catégorie, le licenciement pour faute grave. Et vous voyez que plus ça va, plus le licenciement est intense. Le salarié perd évidemment le préavis, mais ça c'est autre chose. Il perd l'indemnité de licenciement. Il n'a pas le droit évidemment à l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse. Il garde le bénéfice de l'allocation perte d'emploi. Licenciement frauduleux ou pour abandon de poste, faut-il maintenant rajouter. Alors, c'est-à-dire, le frauduleux, ça n'existe quasiment jamais. Hein. C'est un salarié qui serait licencié avec la connivence de son employeur pour bénéficier des indemnités de fin de contrat. Le licenciement, enfin, la situation pour abandon de poste, aujourd'hui, c'est ça. Le salarié n'a le droit à rien. Et donc, on voit bien que la manière dont le système français de réparation du préjudice de perte d'emploi est un système qui a intégré dans son régime l'exigence de proportionnalité. Et c'est parce qu'il a intégré dans son régime le principe des proportionnalités que le juge national n'a pas besoin de faire un contrôle in concreto. C'est le législateur qui a déjà intégré les données concrètes dans le régime. Et c'est pour ça qu'à mon avis, nous sommes dans une situation qui est très différente de celle qui prévaut en matière de CEDH, parce qu'encore une fois, en matière de CH, je le répète, l'appréciation in concreto, elle a été rendue nécessaire par le fait que les règles nationales étaient des règles qui ne laissaient aucune place à la gradation. C'était un système de oui ou non, un système binaire.
on a le droit ou on n'a pas le droit. Donc je pense que concrètement, la mise à l'écart du contrôle in concreto se justifie, alors non pas au regard d'ailleurs des normes internationales ou constitutionnelles, mais elle se justifie lorsque les dispositions légales ont intégré en leur sein l'exigence de proportionnalité. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, c'est-à-dire que c'est un argument qui est purement juridique. La question du barème, à mon sens, n'est pas une question juridique, n'est plus une question juridique. Je pense qu'elle a été purgée de l'hypothèque inconventionnelle, mais reste maintenant la question de justice sociale, c'est-à-dire est-ce que le barème est juste et est-ce qu'il est juste notamment de priver les salariés les moins expérimentés d'une indemnité réparant suffisamment le préjudice de perte d'emploi. Mais ce débat-là, il doit avoir lieu à mon sens au Parlement et pas devant les tribunaux. Je vous remercie. Merci Christophe, notamment d'avoir tenu l'horaire. Voilà, on va voir si tu as convaincu l'auditoire. Il y a des étudiants, des avocats, des conseillers prud'hommes, des collègues. Qui veut engager la discussion, peut-être sur cette... sur ce point de la discussion de la nature du contrôle de conventionnalité ou bien sur les autres éléments que l'on a évoqués ce matin avec les différents intervenants. Ah, Evelyne. Désolée de commencer parce qu'effectivement, c'est une discussion qui recoupe aussi le problème de savoir ce qu'on fait avec les données concrètes. Et en réalité, qu'est-ce qui est concret ? Concret a deux sens dans ce cas-là. C'est le cas dont on s'occupe, donc c'est l'étude du cas. Et concret, ça veut dire les conséquences pratiques sur un ensemble de cas d'une situation, d'une règle donnée. Et il me semble que la situation qui est en cause ici, c'est le principe de proportionnalité, plutôt, dans un cas concret. Mais on peut porter un jugement sur uniquement en se situant en norme, sans se préoccuper du cas concret, en préalable, en disant, voilà, ces règles-là, notamment on aurait pu dire, il y a effectivement d'autres régimes de réparation, en pratique, par exemple, le fait qu'un type d'action soit difficile à entreprendre, je crois que ça a été pour l'Italie, enfin, il y a eu un cas comme ça où effectivement on a tenu compte de la difficulté d'obtenir certains droits, qui est traité sur un ensemble de cas, pas sur le cas dont on parle, pour écarter ou pas la conventionnalité d'une disposition interne. Et là, c'est l'ensemble de cas. C'est la question de savoir à quelle pratique on se réfère, c'est autre chose que le cas considéré dans lequel la personne a subi ceci ou cela. Ce qui fait que, moi, il me semble, il n'y a pas de contradiction entre le refus de traitement in concreto pour un juge qui dit quelque chose de paradoxal, le texte est conventionnel, il n'y a pas de souci, mais dans le cas considéré, on ne l'applique pas. Et là, c'est plutôt de la proportionnalité. Alors que écarter une règle abstraitement à partir de données concrètes. Je ne sais pas si... Oui, mais... Voilà. Je suis complètement d'accord, sauf que je suis en train... Enfin, ce que je voulais dire, bien sûr, la distinction entre l'appréciation concrète et in concreto, on la connaît. C'est-à-dire la prise en considération de données concrètes, mais c'est une question de subsidiarité. Je pense que dans l'esprit de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appréciation in concreto, à partir des données concrètes de l'affaire, elle ne se justifie que parce que le législateur n'a pas pris en compte des données concrètes dans la mise en œuvre des normes nationales. Oui. C'est l'explication que donne Hugues Fulchiron et elle m'a complètement convaincu. À partir du moment où le législateur a pris en considération des données concrètes dans l'édiction des normes nationales, le juge n'a pas à procéder à un contrôle in concreto parce qu'on va considérer que la prise en compte des données concrètes dans la norme nationale est suffisante pour garantir le respect par l'État de ses obligations internationales, y compris vis-à-vis de ses propres citoyens. Voilà. Alors, encore une fois, je l'explique, j'essaie de trouver un argument. Ça n'écarte pas, ça n'exclut pas, évidemment, l'idée et l'observation empirique que l'on peut faire, qui est que l'application de ce système, qui n'est pas considéré injuste au regard des normes internationales, produit des effets qui sont concrètement parfois un peu scandaleux, parce qu'on se retrouve avec des salariés qui, évidemment, n'ont le droit à rien ou à pas grand-chose, alors qu'ils sont dans une situation de détresse qui est évidente. Mais cette question-là, encore une fois, pour moi, elle doit rebondir sur le terrain parlementaire et plus sur le terrain juridique. C'est ça. Mais en tout cas, c'est par rapport à l'usage qu'on fait des enquêtes, en fait. C'est ça. Et qui est encore une fois tout à fait différent de la question de l'appréciation du cas, enfin du cas et voilà, et des cas. Et là, je pense qu'effectivement, le fait que dans les débats,
on puisse faire entrer des résultats d'études, montrant par exemple la difficulté d'accès à un type de droit, voilà, difficultés concrètes, matérielles, caractérisées et prouvées par des études empiriques. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Disons qu'il y a plutôt un malentendu sur le thème d'une concréto, une abstract. Voilà, je m'arrête là. C'est un débat qui distingue effectivement la technique juridique, comme tu l'as bien dit, et puis la politique juridique. Hein, voilà. Et il s'agit de savoir effectivement où on place le débat. Madame Berriat. Oui, je voulais juste faire une observation, et je remercie le professeur Radé pour les développements sur l'application in concreto, parce que c'est un débat très épineux dans lequel... Bon, j'ai eu du mal à me déterminer, à voir quels arguments pouvaient être employés. Mais j'ai bien compris ce qui était dit à propos de l'indemnisation et de toute l'étendue des mesures qui répondent à la situation d'un salarié licencié et qui donc conduit à écarter le contrôle in concreto. Mais comment est-ce que vous vous déterminez par rapport à l'autre exigence de l'article 10 de la Convention, qui est celui du caractère dissuasif? Parce que ce caractère dissuasif, on voit bien l'étude qui nous occupe ce matin montre qu'il existe parfois, mais pas toujours, et quand même dans une proportion importante des cas de licenciement. Alors, il me semble que ce caractère dissuasif, il se traduit par l'existence d'un plancher d'indemnisation, c'est-à-dire par hypothèse, et l'existence du plancher, c'est la prise en considération du caractère dissuasif, et je rajouterais, plus les règles de mise à l'écart du barème en cas de licenciement nul ou portant atteinte à une liberté fondamentale. Voilà. Ça, c'est pour moi un dispositif dissuasif. Après, la question de la réalité du caractère dissuasif et du montant des planchers, c'est une question de gradation, et c'est une question qui, à mon sens, relève de la marge d'appréciation des États. Alors après, on peut trouver ces planchers insuffisants. Évidemment, on est passé d'un plancher de 6 mois pour les salariés qui ont 2 ans d'ancienneté au moins. Il faut juste rappeler quand même que depuis 1973, les salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté n'avaient pas de plancher. Donc on est en train effectivement de dire que les salariés qui avaient moins de 2 ans d'ancienneté sont parmi les grandes victimes de la suppression du principe de réparation intégrale au profit de l'application du barème. Mais je voudrais simplement rappeler, même si effectivement les tribunaux ne tenaient pas compte de l'absence d'obligation d'accorder des indemnités importantes et accorder aux salariés qui avaient moins de 2 ans des sommes qui étaient parfois importantes et parfois accorder même les 6 mois à des salariés qui n'avaient pas les 2 ans d'ancienneté parce que les juges considéraient qu'il fallait le faire. Mais juridiquement, depuis 1973, les salariés qui avaient moins de 2 ans d'ancienneté n'avaient pas le droit au plancher de 6 mois. Et personne, d'ailleurs, ne s'est jamais interrogé sur la conventionnalité des dispositions de la loi de 73 qui ne garantissaient pas une indemnité minimum, donc dissuasive, pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté. Donc je pense que l'existence d'un plancher applicable à tous participe du caractère dissuasif et que le montant des planchers, effectivement, c'est la marge d'appréciation des États. Mais j'ai bien conscience que ce que je dis est assez déconnecté du réel. Mais encore une fois, je me situe exprès dans un débat strictement juridique parce qu'il y a aussi une dimension strictement juridique dans le débat. Mais j'ai bien conscience qu'il n'y a pas qu'une dimension juridique. C'est-à-dire que le légalisme, et c'est un peu peut-être le défaut de ce gouvernement, je m'excuse de faire un peu de politique, mais le légalisme ne suffit pas à calmer les revendications sociales. À un moment donné, à la question pourquoi, la réponse ne peut pas être parce que c'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants, et même les enfants, à partir de 3 ans, ils comprennent le caractère profondément injuste de la réponse tirée de l'argument d'autorité, y compris de la loi. Donc on doit expliquer, et je pense que si socialement on considère que la situation des salariés les moins anciens n'est pas correcte dans l'application du barème, il faut changer le barème. On va faire passer le micro peut-être jusqu'à Julie. Oui. Si, parce que c'est pour l'enregistrement. Juste pour résumer, en fait, à la fin de la démonstration et pour concilier finalement vos deux approches, ce qui devrait être discuté et remis en cause, c'est ce niveau minimum qui fait par exemple qu'à 3 ans d'ancienneté, on est entre 3 et 4 mois. Et donc la marge d'appréciation est limitée. Là où vous avez bien pu montrer d'ailleurs que sur des situations de moins de 2 ans, les marges d'appréciation ont pu produire des compensations. J'ai l'impression que ce serait ça la conclusion. Et j'ai une deuxième question. Du coup, faut-il, pour l'abandon de poste, invoquer l'article 10 et 24 et repartir sur le in concreto? Alors, je dirais non, dans la mesure où le salarié a la possibilité de saisir le juge pour contester l'abandon de poste, que la procédure tient compte
de l'intention du salarié, puisque ce n'est qu'après une mise en demeure sur ses intentions réelles que l'employeur ne peut peut tirer effet de l'abandon de poste pour considérer que le salarié est démissionnaire et pour qu'il n'ait pas le droit à l'assurance chômage. Donc je pense que le système national est un système qui garantit les droits de la personne. Alors après, encore une fois, c'est comme la présomption de salariat, c'est comme beaucoup de règles. Elles ont un côté socialement injuste parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où vous mettez une personne en situation d'être demandeur en justice, vous le faites peser sur elle une charge émotionnelle, économique, psychologique, culturelle, qu'elle n'est pas en situation forcément de supporter. Donc c'est une règle qui est, à mon avis, socialement profondément injuste. Mais ça, c'est une question d'appréciation et de registre de valeur. Mais sur un plan strictement juridique, je pense que la précaution prise sur l'interrogation du salarié, plus le droit de saisir le juge et donc in fine le contrôle judiciaire, là on est dans une règle où c'est le législateur qui prévoit, qui intègre l'appréciation in concreto dans l'office du juge. C'est comme lorsqu'on dit à un juge des enfants, lorsque les parents se séparent, la résidence habituelle de l'enfant est fixée en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. À partir du moment où la norme nationale permet la prise en considération d'une appréciation in concreto, cette norme internationale, elle est conforme au droit fondamental. Et donc à partir du moment où là, in fine, le texte dit le juge va décider si, et où il y a des garanties suffisantes, je pense qu'on n'est pas dans une situation où on est en contrariété avec la Convention 158. Mais parce qu'encore une fois, la norme a intégré dans sa substance même la prise en considération, et pas simplement de données concrètes. Là, on est vraiment dans l'in concreto, puisque si le salarié, dans sa situation particulière, veut aller contester la manière dont on traite son cas, il peut saisir le juge qui va apprécier la réalité de son intention, la sincérité de sa intention, etc. etc. Donc, voilà. Parce que là, on est effectivement, là, on est vraiment dans la loi qui organise l'in concreto. Et donc, ça, clairement, dans ce cas-là, il n'y a, à mon sens, pas de problème avec de contrariété, et surtout pas besoin. Alors là, même pas besoin du tout d'écarter la norme nationale, puisque la norme nationale, elle réalise l'objectif du contrôle in concreto. C'est quand elle l'écarte qu'on peut se poser la question. Mais là, en l'occurrence, elle l'organise. Le barème facultatif ferait très bien l'affaire. Oui. Il y a d'autres questions? Et donc, faut-il augmenter le niveau du barème? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux politiques. Voilà, oui. C'est une question qui doit être réglée par les politiques. Moi, je n'ai pas de mandat national, je suis juste un professeur d'université en droit, donc j'ai mon opinion, mais elle a exactement la même valeur que la vôtre ou que celle de tout un chacun ici. Donc moi, j'aurais tendance à penser que oui, justement au vu des évaluations et au vu des enseignements tirés des évaluations. Après, qu'on ne fasse pas non plus... Il y a beaucoup de pharisianisme, hein. Il y a des gens qui disent... Enfin, je ne parle pas des gens d'ici, hein, mais il y a des gens qui disent « Oh non, c'est bizarre... les salariés de moins de 2 ans, c'est eux qui sont les perdants de la réforme. » Mais c'est pour ça que la réforme a été faite. Voilà. Donc, c'est pas une surprise. Les promoteurs de cette réforme, qui voulaient évidemment baisser le risque indemnitaire en cas de rupture, savaient exactement qu'il allait y avoir des perdants. S'il n'y avait pas de perdants dans la mise en place du barème, il n'y aurait pas eu de barème. Ou alors le barème serait mauvais. Dans l'objectif poursuivi par le législateur, il fallait baisser le risque. Et donc, il fallait qu'il y ait des perdants. La question, c'est, on l'a fait un peu au doigt mouillé, je pense. C'est-à-dire qu'on l'a fait sans savoir qui allait perdre quoi. Maintenant, on sait. Et maintenant qu'on sait, peut-être qu'on peut faire un retour vers un peu plus de rationalité sociale et peut-être vers une révision des barèmes à l'aune, justement, de ces évaluations qui ont été faites. Mais c'est une question, à mon sens, qui est politique. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que c'est plus une question judiciaire, en tout cas. Parce qu'on ne va pas recommencer toute cette série de questions. On a l'arrêt dont a parlé Salia tout à l'heure. Je pense qu'il ne donnera pas lieu à un nouveau débat sur contrôle in concreto ou pas, etc. Ça me paraît tout à fait clair. J'ai une question pour vous sur l'étude. Je me souviens plus si il y avait eu, parce que c'était une des préoccupations, de savoir s'il y avait une augmentation des recours au motif de nullité, voilà, à la demande d'annulation pour effectivement échapper à l'application de l'encadrement. Je ne sais plus ce que ça représentait, mais devant les cours d'appel, c'était un peu tard. Nous, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu, mais c'est des arrêts qu'on a de début 2021, donc qui sont encore
immédiatement après l'application du barème. Alors, on a, lors du comité d'évaluation des ordonnances Macron, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, il y a M. Cahu qui a présenté des premiers travaux qui sembleraient dire l'inverse de ce qu'on dit, nous. Donc, sur les nullités. Sur les nullités. Ouais. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai le droit, j'ai peut-être déjà trop dit, on a parlé de... Ils n'ont pas terminé. C'est pas fini. Ce qui est sûr, c'est qu'empiriquement, en tout cas, quand on en discute avec les avocats d'employeurs, le sentiment qu'on a, alors je me méfie encore du discours, hein, mais c'est qu'il y a une montée en puissance et qu'il y a un caractère systématique de l'invocation d'une cause de nullité pour échapper au plafond. Puis je rappelle que c'est non seulement échapper au plafond, mais c'est monter le plancher à 6 mois, hein, pour tous, quelle que soit l'ancienneté. Donc concrètement, en tout cas, moi, le retour que j'ai, mais c'est un retour, encore une fois, que je mets entre guillemets parce qu'il est intéressé sur le plan intellectuel, c'est effectivement du caractère quasiment systématique pour certains avocats et dans certains types de juridiction prud'homale, de l'invocation de la nullité pour essayer de faire sauter le barème. Un principal sur l'in concreto, un subsidiaire sur la nullité et un tertiaire sur l'application maximum du barème, et puis éventuellement les dommages et intérêts pour rupture abusive, et puis les demandes d'indemnisation pour exécution défectueuse du contrat. Puis maintenant qu'il y a un préjudice de déloyauté, on va pouvoir invoquer le préjudice de déloyauté. Donc on va voir se multiplier les demandes de multiplication de postes de préjudice en dehors du préjudice de perte d'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà observé après notamment les arrêts amiantes, là on voit bien. Et la Cour de cassation a décidé d'accepter de multiplier les postes de préjudice, hein, pas revenir sur l'arrêt sur les maladies professionnelles et sur la faute inexcusable, pas revenir sur l'arrêt du 8 février qui a créé un préjudice, enfin qui accepte un préjudice spécifique d'exécution déloyale du contrat qui n'est pas le préjudice d'anxiété. Voilà. Donc là on voit que tout ça, ça pousse parce qu'évidemment, c'est le préjudice de perte d'emploi qui est concerné par le barème, mais les autres préjudices ne le sont pas. Donc on va avoir une diversification des demandes. Il est temps d'avoir une DINTIAC applicable aux ruptures de perte d'emploi. C'est quelque chose qu'on réclame depuis un certain temps. Il faut une DINTIAC. Voilà. Ce qui signifie que, enfin, pas sur votre conclusion, mais sur la multiplication des demandes de préjudice, pour des préjudices distincts, que l'objectif de prévisibilité, en réalité, n'est pas atteint. Enfin, il y avait un article, d'ailleurs, de doctrine qui le disait, mais c'est vrai. Là, on n'y est pas parvenu. Le gouvernement. Aussi une question, encore une question complémentaire sur la recherche. Est-ce que, je ne me souviens plus si vous aviez fait la somme justement de tous les préjudices pour comparer à celui qui était strictement lié à... Voilà. Est-ce qu'il y avait une évolution de la somme totale et pas simplement des indemnités liées au licenciement sans cause? Oui, on a collecté toutes les sommes qui sont données aux salariés. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'effectivement, le pourcentage d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse baisse par rapport aux autres types d'indemnités versées aux salariés. Et notamment, alors ça là-dessus, je pense que peut-être Camille et Julie reviendront cet après-midi. C'est vrai c'est quelque chose qu'on a oublié, mais l'indemnité de licenciement légale a augmenté en 2017. Donc finalement, il y a eu cet effet mécanique d'augmentation de l'indemnité légale pour tout le monde et de baisse de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc pour dire les choses brusquement, finalement, tous les employeurs payent l'indemnité légale et les employeurs fautifs payent moins d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc il y a moins de sanctions de l'employeur qui a licencié de manière illégitime son salarié. Donc c'est vrai que dans le pourcentage, là, il y a un rééquilibrage qui se fait là-dessus. Mais indépendamment de l'indemnité légale, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres chefs de préjudice, justement Alors, ça, par contre, on l'a pas... abusif, les conditions du licenciement, la brutalité, tout ça. Alors ça, je pense vraiment nos arrêts étaient trop tôt pour qu'il y ait vraiment une stratégie d'avocats, parce que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment les avocats qui ont mobilisé d'autres argumentations. Et là, nous, on est des licenciements qui ont eu lieu vraiment en octobre, novembre, décembre 2017. Donc les avocats n'avaient pas encore eu le temps de refaire leurs argumentations, je dirais. Donc voilà, donc il faudrait un autre financement pour refaire une étude. Oui, ce qui renvoie à la question de la temporalité de l'évaluation qu'on a abordée en début de matinée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut clore cette matinée et se donner rendez-vous, non sans avoir évidemment remercié tous les intervenants très chaleureusement, à 14h pour
une après-midi qui sera également riche.